Bienvenue à cette session sur le modèle Zero Trust appliqué à la protection des données. Je m'appelle Stéphane Prévost, je suis responsable du marketing produit chez Stormshield et je vous propose en une trentaine de minutes de vous présenter ce concept de Data-Centric Security qui vise notamment à renforcer la protection des données, quel que soit votre environnement de travail, et ce sans compliquer la vie des utilisateurs. Je vous propose de découper cette session en 3 parties. Dans un premier temps, on va revenir, je vous rassure très brièvement, sur le modèle Zero Trust, de quoi on parle, histoire de planter le décor. Et puis ensuite, on abordera un peu plus en détail le modèle ou le concept Data-Centric Security, quels sont les enjeux auxquels ils répondent. Et puis on terminera par quelques cas pratiques pour voir quels bénéfices ce concept on peut en tirer. Donc pour commencer, je vous invite à, au niveau du, justement on parle de Zero Trust, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, j'imagine que vous en avez tous entendu parler, c'était un des sujets de l'année dernière du Forum InCyber 2025. Et ce concept, il s'appuie sur le principe de aucune confiance ou aucun accès n'est accordé de manière implicite. D'accord ? Il s'appuie sur les fondamentaux de la cybersécurité, sur la mise en place d'une gouvernance qui vise à définir des processus ou des actions pour mesurer les écarts à la politique de sécurité ou envisager des améliorations à cette politique de sécurité. Toujours dans le but de renforcer le système d'information pour amener plus de sécurité. Il s'appuie sur 5 grands piliers. D'un côté, on va retrouver les utilisateurs et les appareils qu'ils utilisent, donc les devices, d'accord, pour accéder de l'autre côté aux données ou aux applications. Et entre les deux, on va mettre des points d'accès de contrôle. Et puis au milieu, on va retrouver notamment le réseau qui, dans le modèle Zero Trust, est considéré comme, par défaut, est considéré comme compromis. Donc dans ce modèle de confiance zéro, le modèle Zero Trust garantit une prise de décision précise avec la notion qui est basée sur la notion de moindre privilège. On va accorder les accès uniquement en fonction de ce qu'on demande et avec une vérification précise des points de contrôle. Et ces points de contrôle, on les réalise justement sur l'identité des utilisateurs. Et les utilisateurs, on les retrouve là encore au cœur de la donnée. Cette notion d'utilisateur au cœur de la donnée, elle n'est pas nouvelle, elle ne vient pas avec le modèle du Zero Trust. Quand on se logue, on s'est logué depuis de nombreuses années sur des systèmes d'information, on saisit notre identité, on saisit un mot de passe, potentiellement on donne d'autres facteurs pour s'authentifier, mais on va se baser sur l'identité de l'utilisateur, que ce soit donc pour se connecter sur un système d'information, que ce soit pour se connecter sur une base de données, ou même quand on revient. Moi, je me rappelle au début de ma carrière, quand on travaillait sur un système d'information, on avait accès à des fichiers sur un serveur réseau avec des répertoires. Et puis là encore, on contrôle que l'utilisateur il a bien accès au bon répertoire. Une personne du département de la finance, il a accès bien sûr au répertoire corporate de l'entreprise. On va retrouver le règlement intérieur, on va retrouver d'autres informations telles que la politique, la charte graphique, enfin la charte informatique, etc. etc. Et il aura également accès à une partie sur la finance, qu'une personne de la R&D n'aura pas accès. Par contre, lui aura accès également à l'information corporate, mais pas aux données financières. Et tout ça, c'était basé sur l'identité. On allait même, à ce moment-là, plutôt sur le groupe auquel appartenait l'utilisateur pour effectuer ces contrôles d'accès, pour s'assurer que tout le monde n'avait pas accès à toutes les informations. On se rend compte aujourd'hui que ce modèle, cette notion de se baser uniquement sur l'identité de l'utilisateur, elle n'est pas suffisante. En fait, la donnée elle prend de plus en plus d'importance. D'accord ? On va la retrouver, on va avoir besoin de données pour piloter une entreprise, on va avoir besoin de données pour piloter l'efficacité commerciale, on va avoir besoin de données pour typiquement lancer des programmes de maintenance industrielle, faire de la maintenance préventive industrielle pour lancer des programmes de maintenance industrielle. Donc la donnée est partout. J'imagine que certains d'entre vous suivent des matchs de foot ou des matchs de rugby. On les retrouve aussi dans l'environnement quotidien où on parle beaucoup de data dans le monde sportif. Donc comme quoi la donnée est partout. La donnée est partout et on a besoin de mener des échanges. On a besoin d'échanger cette donnée-là. Typiquement, par exemple, si je reprends mon exemple d'un programme industriel, j'ai fait de la maintenance préventive. Je me prémunis sur les arrêts potentiels sur mon infrastructure de production, sur ma ligne de production. Par contre, je sais que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais être amené à changer un matériel industriel.
Ben là, je vais pouvoir échanger de l'information avec la finance de manière à ce qu'elle puisse anticiper cette dépense-là et la provisionner dans ses dépenses de manière à être plus efficace et avoir un suivi plus opérationnel au niveau de l'industrie. Donc on a besoin d'échanger les données et on le retrouve de plus en plus. Et on le retrouve de plus en plus au niveau aussi du stockage. Aujourd'hui, l'information, elle est stockée dans le cloud, elle est stockée sur vos serveurs internes, et donc elle amène une autre évolution, qui est l'évolution de l'accessibilité. Vu que la donnée est partout, ben, je vais être capable d'y accéder depuis n'importe où, quel que soit l'endroit où je me trouve, que ce soit chez moi, que ce soit en déplacement, que ce soit au bureau, avec n'importe quel device, mon téléphone, ma tablette ou mon PC portable. Donc cette notion d'évolution des usages, elle amène différents enjeux que j'ai classifiés en deux grandes parties et que je vais illustrer au travers de deux exemples. Au niveau des espaces collaboratifs, je vais prendre l'exemple de l'acquisition d'une entreprise par une autre entreprise. Donc j'ai une entreprise qui souhaite acquérir une autre entreprise pour faire de la synergie entre leurs produits. D'accord ? Donc je vais monter un groupe projet et je vais utiliser un espace collaboratif très pratique pour échanger de l'information et collecter l'ensemble des informations pour qu'elles soient disponibles à l'ensemble du groupe. Dans ce projet, je vais avoir des données propres aux produits sur lesquels je cherche à faire de la synergie. Et donc, dans ces produits, on peut imaginer que sur certains produits, je vais avoir des brevets qui soient déposés, et donc un certain niveau de confidentialité. Et ces données confidentielles, je n'ai peut-être pas envie que tout mon groupe de fusion-acquisition ait accès à ces données-là. Donc, on voit déjà une première notion de segmentation et de niveau de confidentialité au niveau d'un espace collaboratif qui va nous obliger à, plutôt que d'utiliser une page centrale où je vais poser toute mon information, pour la collecter, pour la partager, mais je vais être obligé de dupliquer ces pages-là pour gérer cette notion de segmentation de données et de gérer les niveaux de confidentialité. On peut le retrouver également dans cet espace collaboratif au niveau des données financières où la finance n'a peut-être pas envie de communiquer toutes les informations financières. Et donc là encore, on va se retrouver avec des niveaux de confidentialité différents en fonction de la population et donc être amené à dupliquer des pages alors que le principe d'un espace collaboratif, c'est d'être ouvert à tous et de faciliter le partage de l'information. Donc on voit là le premier enjeu au niveau du zéro trust appliqué aux données et de la nécessité d'échanger de l'information. Le deuxième enjeu et le deuxième exemple au travers des applications métiers, je prends un exemple d'un hôpital avec la notion de données patients, donc une donnée extrêmement sensible. Donc sur la donnée patient, on va retrouver le nom, le prénom, l'adresse, on va retrouver les informations bancaires, on va retrouver le numéro de sécurité sociale, on va retrouver la médication, la pathologie, donc tout un ensemble d'informations. On n'a peut-être pas envie que l'ensemble du personnel de l'hôpital ait accès à toutes ces informations. On a peut-être envie que donc le nom, prénom, on va dire qu'il va être commun à tous les services. Par contre, le numéro de sécurité sociale, qui est plutôt réservé à la partie administrative, ainsi que les données bancaires, on n'a peut-être pas envie qu'elles soient disponibles aux médecins ou aux infirmières au risque de multiplier le risque de fuite de données. De la même manière, la médication ou la pathologie, qui sont accessibles par les médecins ou les infirmières, on n'a peut-être pas envie que ces informations sensibles liées aux patients soient accessibles depuis la partie administration. Donc là encore, on se rend compte de différents niveaux de confidentialité qui peut être amené à segmenter la donnée, d'accord ? Et sur certains systèmes d'information, sur des systèmes d'information les plus critiques, ils sont amenés à dupliquer leur système d'information de manière à gérer, à séparer ces niveaux de confidentialité. Donc les infrastructures les plus critiques, on va avoir des systèmes d'information en parallèle où chacun va avoir son niveau d'accès différent, son niveau d'accréditation différent. Et donc je vous laisse imaginer la complexité que ça peut avoir en termes de maintenance, en termes d'achat de matériel. Donc c'est assez colossal et donc ça illustre parfaitement, alors c'est pas pour tout le monde, mais ça illustre parfaitement cette adhérence des applications à la politique de sécurité et à cette nécessité de segmentation de la donnée. Et on va voir justement comment est-ce que le modèle Data Security permet de répondre à cette problématique de segmentation de la donnée. Le principe de ce modèle-là, donc il s'appuie toujours sur le modèle Zero Trust. Donc on est dans un environnement où on fait confiance, on ne donne pas de confiance implicite et donc on ne donne pas d'accès implicite. Et donc on va vérifier systématiquement la posture de l'utilisateur pour s'assurer, pour prendre la décision de contrôle et donc de s'assurer que la donnée est bien accessible à un instant T. D'accord ? Le principe de ce modèle-là, donc elle va s'appuyer sur une notion de, on va donner les accès sur une notion de moindre privilège pour s'assurer qu'on va n'accorder l'accès qu'avec les privilèges qu'autorise l'action demandée. On ne va pas donner plus de droits que nécessaire et on va multiplier, on va avoir une précision au niveau des points de contrôle.
Ce modèle Data Centric Security, on peut en parler en 5 points importants. Le premier point, on va prendre un petit peu les étapes à suivre pour vraiment mettre en place ce concept-là. La première chose à faire, c'est comme dans tout système d'information, il faut identifier la donnée, il faut savoir quelle donnée est sensible, à quel endroit elle se trouve, donc faire de la classification de données, de la cartographie, pardon, de manière à amener de la classification de données. Le principe, c'est de classifier les données et de lui amener comme des métadatas, de manière à être capable d'identifier à quel projet elle est rattachée, quel est son niveau de criticité, quelles sont les personnes qui sont potentiellement amenées à travailler sur cette donnée-là. Comme deuxième point, on va retrouver un des points importants, et je reviendrai un peu plus tard dans la présentation, sur les points de contrôle. Le principe ici, c'est d'amener une précision au niveau des points de contrôle pour s'assurer qu'on va donner, là encore, basé sur le principe du moindre privilège du modèle Zero Trust, qu'on va donner juste le niveau nécessaire en termes de privilèges pour accéder à l'opération, enfin pour accéder à la donnée ou effectuer une opération. Pour ça, on va s'appuyer sur un modèle qui s'appelle ABAC-AIRBAC. Donc, on va s'appuyer sur les attributs de la donnée, donc faire de l'Attribute Based Access Control, donc du contrôle basé sur l'attribut au niveau de la donnée, et du Role Based Access Control, ou AIRBAC, pour faire contrôler le rôle d'utilisateur. Et on va faire de la combinaison des deux pour donner l'accès à la donnée en fonction des critères qu'on aura définis dans la politique de sécurité. Au centre de ces 5 points, on va retrouver bien sûr le chiffrement de la donnée. Le principe ici, c'est d'amener de la confidentialité en chiffrant la donnée. Ça permet de limiter les risques de vol et de fuite de l'information. D'accord ? Et ce chiffrement, il va être réalisé dans le modèle par ce qu'on appelle des points de contrôle, enfin des points de renforcement, et ça va être automatiquement intégré dans la politique de sécurité et intégré dans le processus. Ce qui fait qu'on ne laisse pas le soin à l'utilisateur de définir est-ce que je dois chiffrer ou pas cette information. C'est le point de renforcement qui va l'effectuer en fonction du niveau de criticité de la donnée que l'utilisateur va avoir défini. C'est la politique de sécurité qui va appliquer ce renforcement de données. Donc on limite la prise de décision par l'utilisateur et donc on facilite également le partage de l'information puisque la donnée est chiffrée. On peut la déposer sur n'importe quel endroit de stockage, que ce soit dans le cloud, que ce soit en interne. À partir du moment où elle est chiffrée, donc on va mettre des points de contrôle pour y accéder, on peut plus facilement la partager. Comme quatrième point important, on parlait du modèle, donc on s'inscrit, je vous rappelle, dans le modèle Zero Trust. Dans le modèle Zero Trust, on parle de gouvernance, on parle de visibilité. Là encore, le modèle de Data Centric Security vise à apporter cette visibilité, amener cette surveillance pour s'assurer de quels utilisateurs ont accédé à mon information, où elle se trouve, est-ce qu'elle n'est pas en train d'être utilisée par quelqu'un qui n'est pas autorisé ou tentée d'être utilisée par quelqu'un qui n'est pas autorisé. Donc on va faire de la surveillance pour superviser les usages et détecter s'il y a des écarts à la politique de sécurité. Et enfin, le 5e point, c'est plus le point, je dirais, englobant, le résultat, la synthèse de tout ça et le grand bénéfice de ce concept de Data Centric Security. Le but, c'est d'amener de la protection à la donnée, d'assurer un niveau de protection efficace, quel que soit l'endroit où se trouve la donnée. En stockage, donc at rest, en utilisation in reuse ou en transit. Donc, quel que soit l'endroit où va se trouver la donnée va être sécurisée et on va élever le niveau de sécurité autour de ces données sensibles typiquement. Donc, on a parlé justement, le point important au niveau des points de contrôle, c'est un des piliers de ce concept de Data Centric Security, où le principe, donc j'ai beaucoup parlé de points de contrôle, ici l'idée c'est d'amener de la précision et de la granularité dans les points de contrôle. On va faire une vérification continue. À chaque accès, on va vérifier est-ce que l'utilisateur est autorisé à accéder à l'information, d'accord, ou à chaque opération effectuée. Chaque fois que j'ai une application qui veut faire une opération sur une donnée sensible, on va passer par un point de contrôle. Donc, dans le modèle Data Centric Security, on parle de point de contrôle de décision, donc de PDP, de Policy Decision Point, et de Policy Enforcement Point, ou PEP, qui vont, à eux deux, effectuer le renforcement et la prise de décision autour de ces points de contrôle. Ça ramène donc un contrôle continu, et pour faire ce contrôle, on va s'appuyer sur la notion donc de AIRBAC pour Role Access Based Control et ABAC pour Attribute Based Access Control.
Le principe, il commence par le ABAC, où en fait la donnée, on parlait de classification, on parlait d'attributs, donc on va amener des attributs sur la donnée. Quel est son niveau de confidentialité? Est-ce que c'est secret, très secret ou public? Quel est le contexte dans lequel la donnée peut être utilisée? Est-ce que c'est une donnée financière? Est-ce que c'est une donnée de comptabilité? Est-ce que c'est une donnée de R&D? Est-ce que c'est une donnée protégée par un brevet? On peut avoir autant de critères qu'on souhaite, donc ça ramène une très haute granularité au niveau de ces attributs. Et puis ensuite, on va combiner ces attributs avec le Role-Based Access Control, donc avec le rôle de l'utilisateur. Et donc l'utilisateur, il a un rôle, il a un certain nombre de critères qui lui sont associés, son niveau d'accréditation, le projet sur lequel elle travaille, le département dans lequel elle se situe. Et sur la base de toutes ces informations, on va combiner les informations du rôle de l'utilisateur avec les attributs de la donnée, de manière à vérifier est-ce que l'utilisateur est autorisé ou l'application est autorisée à accéder à l'information. Si je reprends l'exemple de mon hôpital tout à l'heure, si je voulais par exemple, on peut aller un peu plus loin, un cran plus loin, et de se dire, dans l'équipe médicale, je peux imaginer d'avoir des infirmières où jusque-là, elles n'avaient pas accès à la pathologie. Par contre, je peux me dire, c'est dommage parce qu'elles ont accès à la médication, mais elles ne peuvent pas vérifier si les médicaments sont efficaces par rapport à la pathologie. Donc là, je pourrais rajouter ce niveau-là au niveau des infirmières, les autoriser à accéder à la pathologie. Par contre, pour les dissocier des médecins, on pourrait les contenter en leur disant « Mais non, mais rassurez-vous, messieurs les médecins, vous avez également accès aux antécédents médicaux que n'aurait pas accès à l'infirmière. » Donc on peut aller beaucoup plus loin en termes de granularité, et c'est un des grands bénéfices de ce concept de Data-Centric Security. Maintenant, comment tout ça, ça marche? Je vais vous prendre l'exemple simple de Sam, qui est en train d'utiliser, qui cherche à ouvrir un document, en l'occurrence un document Google, donc on est dans un environnement Google. Il se trouve que ce document a été préalablement chiffré, d'accord? Et donc il va envoyer une demande, est-ce que je peux lire cette donnée-là, à le Policy Enforcement Endpoint, donc le PEP, qui lui va dire, je vais m'appuyer sur le point de décision, donc je vais transmettre les informations du rôle de Sam au point de décision. Le point de décision va contrôler, va faire la combinaison entre le rôle de l'utilisateur et les attributs portés par la donnée. Et si ça match, il donne accès et donc il indique au point de renforcement, OK, c'est bon, tu peux déchiffrer de la donnée. Ou au contraire, non, l'utilisateur n'a pas accès à l'information et donc on ne renvoie aucune information. Pour vous donner un peu plus d'idées de ce qu'on est capable de faire avec ce type de ce modèle Data-Centric Security, je vous propose une analogie avec un événement qu'on peut rencontrer, alors peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais j'ai pris l'exemple d'une grande première d'une pièce de théâtre. D'accord? Donc on se trouve dans un théâtre, on va avoir ce théâtre, il y a plusieurs zones qui sont découpées en 3 grands groupes. On va avoir un espace réservé aux acteurs, typiquement l'arrière-scène, les loges, la scène du théâtre. On va avoir un espace réservé aux VIP. Les VIP pourront accéder à une certaine zone dans la salle de spectacle. Ils pourront accéder également à un espace cocktail. Et puis on va retrouver une 3e zone accessible à tout le monde, et notamment aux spectateurs de la pièce de théâtre qui seraient invités. Donc préalablement, on leur envoie un carton d'invitation avec un badge. Et puis les points de contrôle aux différentes zones dont je viens de parler, elles sont assurées par un contrôleur qui est un humain qui va vérifier est-ce que la personne elle est autorisée à rentrer dans cette zone ou pas. Sans un modèle DCS, et c'est ce qu'on pourrait voir classiquement, en fait le contrôleur il va se retrouver avec une liste. Donc on va avoir le contrôleur par exemple qui contrôle l'accès à la zone de cocktail. Il va avoir une liste avec la liste des invités VIP plus la liste des acteurs. Si un spectateur lambda tente de pénétrer dans cette liste, il vérifie dans sa liste, il n'y a pas accès, l'accès est refusé. Par contre, si je souhaite modifier ma politique d'accès, si par exemple je souhaite que les VIP, dans la soirée, une fois que la pièce de théâtre a été jouée, j'aimerais bien que les VIP puissent accéder à l'arrière-scène. L'arrière-scène qui jusque-là était réservée aux acteurs. Mais il faut que je réimprime toute la liste pour le contrôleur de l'accès à l'arrière-scène pour y ajouter l'ensemble des invités VIP. Ce serait un peu compliqué quand même. A contrario, donc si on avait mis en place un modèle Data-Centric Security, on n'a plus besoin de liste.
Les invités, ils reçoivent un badge et sur leur badge, on a leur niveau d'accréditation. Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est un invité VIP ou est-ce que c'est un spectateur? Et le contrôleur, il va se mettre, typiquement, si je reprends l'exemple de je contrôle l'accès à la zone du cocktail, mais il va juste vérifier si l'invité, il a le badge avec le bon niveau d'accréditation et c'est tout. On lui a mis en place une politique d'accès juste avant et il vérifie cette politique d'accès. Si je veux, là encore, donner accès à l'arrière-scène pour le monde VIP, ben, je vais juste voir mon contrôleur qui contrôle l'accès à l'arrière-scène, puis je vais dire, ben, maintenant, les personnes qui ont l'accréditation VIP, elles ont accès à cette zone-là. La politique est instantanément mise à jour, et donc on donne accès instantanément à cette zone-là. Donc c'est beaucoup plus simple, et c'est un des grands bénéfices du Data Centric Security, où on va retrouver notamment l'efficacité dans la gestion des utilisateurs. Sans le modèle Data Centric Security, à partir du moment où on met de la protection de la donnée, donc du chiffrement de la donnée, si on veut qu'un nouvel utilisateur puisse accéder à cette information chiffrée, il va falloir rechiffrer l'information pour rajouter cette personne-là dans les accès au niveau des métadatas propres à cette donnée-là. D'accord ? Donc c'est une opération qu'on est obligé de refaire pour ajouter un nouvel utilisateur. Avec le modèle Data Centric Security, c'est beaucoup plus simple. L'utilisateur, il est inscrit dans l'annuaire de l'entreprise avec son rôle, son niveau d'accréditation, le département dans lequel elle travaille, la fonction qu'elle occupe, les projets sur lesquels elle travaille. Et à partir de ces opérations-là, les points de contrôle pourront effectuer les contrôles sans avoir à remettre à jour l'application ou le point de contrôle. C'est beaucoup plus simple. On retrouve également de la simplicité dans la fiabilité autour des applications métiers. Aujourd'hui, quand je souhaite modifier une application métier, quand je souhaite modifier une politique de sécurité au niveau d'une application métier, je suis potentiellement obligé de modifier une partie du code. Là, aujourd'hui, l'application, elle va se focaliser sur ce pourquoi elle est faite. Si je reprends l'exemple de l'hôpital, j'ai mon interface graphique qui va présenter à la personne des admissions les informations propres aux patients. D'accord ? J'ai une application qui va faire une requête en base de données pour récupérer des informations patients. Elle va s'appuyer sur un point de contrôle. Le point de contrôle va récupérer les données. Elle va récupérer toutes les données, puis elle va se dire, la donnée médication et pathologie, je n'y ai pas accès, je ne l'affiche pas à l'interface graphique. Donc c'est beaucoup plus simple. Je souhaite modifier ma politique de sécurité, je rajoute une accréditation au niveau de l'utilisateur, et ça permet de renforcer tout ça. Ça limite l'adhérence des applications métiers à la politique de sécurité. Donc voilà les trois grands bénéfices. Les deux grands bénéfices du modèle Data Centric Security. Et chez StormShield, on a mis en place cette approche de Data Centric Security au travers d'une suite logicielle donc, qui s'appelle StormShield Encryption Platform, donc, qui est une solution sous forme de SaaS, donc qui est accessible en SaaS. Il n'y a aucune installation à faire, il n'y a aucun agent à déployer. Et elle vise, donc c'est une solution souveraine, qui est développée et stockée en Europe. Et cette souveraineté, elle nous garantit d'augmenter le niveau de confidentialité, notamment quand on va vouloir stocker de la donnée dans des environnements américains. Cette suite de solutions, elle se divise en deux grands groupes. Sur la gauche, on va retrouver tout ce qu'on appelle StormShield Collaborative Encryption Platform, donc qui est dédié aux environnements Google et Microsoft 365. On est complètement intégré à la solution. C'est complètement transparent. L'utilisateur ne voit même pas qu'on a rajouté StormShield Encryption Platform. On se base typiquement sur Microsoft, on va se baser sur la classification Purview. Donc l'utilisateur, il va faire sa classification normale. Et au moment où il va appliquer le label, c'est là où on va venir appeler notre solution pour venir renforcer le niveau de protection. On est sur une solution de confiance souveraine. Donc on va venir rajouter un niveau de protection aux protections américaines et garantir la confidentialité et maîtriser le contrôle total sur ces informations potentiellement sensibles. On n'aura peut-être pas envie que, sous couvert du Cloud Act, des concurrents américains aient accès à des informations qui seraient sensibles et qui nous permettent de rester compétitifs dans la matière. Donc, deux solutions, donc Google Workspace et Microsoft 365, donc dédiées aux entreprises qui ont ces environnements-là et qui souhaitent rajouter un niveau de protection quand elle veut stocker ses données dans les environnements, dans les clouds américains, pour assurer une protection de bout en bout de la donnée. La deuxième volet au niveau de StormShield Encryption Platform,
Elle se situe, on a mis en place un SDK, donc c'est un environnement de développement. Donc autant on est dans Collaborative Security, enfin Collaborative Encryption Platform, on était sur une solution clé en main. Là, avec StormShield SDK, on va avoir donc une plateforme qui nécessite du développement, qui va se décliner en 2 produits. Un produit StormShield Framework Encryption Platform, qui lui va s'intégrer aux espaces collaboratifs type Atlassian Confluence. Est-ce que vous utilisez cette plateforme aujourd'hui? Est-ce que vous savez que demain, vous l'avez peut-être on-prem aujourd'hui, est-ce que vous savez que demain, elle va être forcément déployable en SaaS et vous pose potentiellement une problématique au niveau de la souveraineté et de la confidentialité sur ces données-là, qui vont être transmises à un acteur américain, je crois, Atlassian, et donc peut potentiellement poser un problème sur la maîtrise des données. Avec Framework Encryption Platform, vous allez pouvoir mettre en place, au travers d'un environnement de développement, des espaces collaboratifs sécurisés. Vous allez pouvoir ajouter des méthodes de section pour permettre à l'utilisateur, donc on reste dans l'usage utilisateur classique, d'accord, sans perturber, sans plus compliquer sa vie. On va lui permettre de créer une section sécurisée. Donc la donnée qui sera écrite dans cette section-là sera complètement protégée et seules les personnes habilitées à accéder à cette information-là pourront y accéder. Donc ça, c'est StormShield Framework Encryption Platform. Et la troisième solution qu'on a mis en place au travers de cette plateforme StormShield Encryption Platform, c'est StormShield Kubernetes Encryption Platform, où là, comme son nom l'indique, on s'appuie sur des environnements Kubernetes, donc sur tout ce qui est DevSecOps. On va s'intégrer complètement dans la chaîne d'intégration et de build. Au moment où l'application est chargée dans le container, elle va venir faire appel, en utilisant des mécanismes propres à Kubernetes, elle va venir faire appel à StormShield Encryption Platform pour venir déchiffrer les données sensibles, telles que des clés, telles que des logins mots de passe à une base de données, pour garder la maîtrise totale de ces informations sensibles au niveau de l'applicatif et qu'elles ne soient pas disponibles dans les fichiers de configuration, typiquement de Kubernetes, et qu'on pourrait retrouver dans GitHub ou autre environnement. Donc on est vraiment sur une suite totale qui amène un contrôle de bout en bout, quelle que soit la solution, on va amener un contrôle de bout en bout de l'information. On est complètement intégré aux solutions, typiquement sur Microsoft 365 et Google Workspace, pour amener une protection souveraine de bout en bout et garder la confidentialité des données, notamment sur des données qui sont stockées sur des clouds américains. Je vous remercie de votre attention. Il reste un petit moment pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Sinon, on sera ravis de vous accueillir sur le stand A14, ici au Forum InCyber. Merci. Il n'y a pas de questions ? Alors sur SharePoint, alors là c'est Microsoft 365, c'est différent de SharePoint. Pour SharePoint, on a une autre solution qui permet de le faire, mais qui reprend à peu près les mêmes principes. Mais là, on est vraiment intégré à Microsoft 365. Donc à la suite. Oui, en fait, on va venir. Vous savez comment fonctionne le mécanisme de chiffrement de la donnée sur les codes américains? Donc, on s'appuie sur un mécanisme qui a été mis en place par Microsoft et par Google. Sur Microsoft, ça s'appelle le Double Key Encryption. D'accord? Donc en fait, Microsoft, donc la suite Microsoft, nous soumet la clé qui sert à chiffrer les données. Et le chiffrement est effectué dans l'environnement Microsoft. Par contre, la clé de chiffrement, elle est protégée par une clé que nous délivrons. Donc Microsoft fait le chiffrement avec une clé qui est protégée par nous-mêmes, par la solution Encryption Platform. Et quand Microsoft va vouloir déchiffrer la donnée, il va faire appel au point de renforcement. Et c'est là où nous, on déchiffre la clé qui va être utilisée après par Microsoft pour déchiffrer la donnée. Et on s'appuie sur le modèle Airback pour contrôler ça. Donc si une personne extérieure à l'entreprise qui n'a pas les droits d'accès pour accéder à cette clé de chiffrement, elle ne pourra pas déchiffrer la donnée.
que ce soit un acteur juridique américain ou que ce soit l'administrateur de la plateforme cloud. Il n'y a que les personnes qui sont autorisées à accéder à l'information qui pourront le faire. Tout à fait, oui. Ouais. Oui, je vous invite à venir nous rencontrer. Il y a une personne sur le stand qui a plus de connaissances techniques que moi et vous pourrez lui poser toutes les questions. Il connaît parfaitement la solution. Il pourra peut-être mieux répondre que moi à cette question. Je vous en prie. Oui. Alors aujourd'hui, on ne propose pas ce type d'outil pour classifier la donnée. Là, typiquement, on va s'appuyer sur Microsoft Purview qui permet de classifier cette donnée-là, donc dans l'environnement Microsoft 365, ou je crois que sur Google, c'est Google Cloud qui permet aussi de classifier la donnée. Donc c'est une opération qui est à faire à côté, mais qui est nécessaire pour identifier les données sensibles. Et nous, on va s'appuyer sur cette classification-là pour venir ajouter les attributs à la donnée et faire les contrôles, la combinaison des contrôles entre les attributs et les rôles. Et on s'intègre complètement une fois qu'on choisit le label, la classification, les labels à appliquer à la donnée, les différents niveaux de classification. Et une fois qu'on applique, c'est là où on va venir appeler notre solution pour venir faire le renforcement des clés de chiffrement. Merci à vous.